la revue de l'année 2021. Donc, on se souviendra que plusieurs moments marquants dans cette année. Donc, passons au mois de mars. Donc, pour le mois de mars, il y a M. Jean-Luc Barthes, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola, qui a mentionné solliciter un autre mandat pour terminer des projets qui étaient en cours. Il y a Laurence Saint-Martin, qui est native de Lanaudière, qui a organisé un spectacle live dans ton salon. Donc, on se souvient que c'était des spectacles très populaires dans la pandémie, quand on était confinés, surtout avec les couvre-feux. Il y a un comité provisoire de la coopérative de santé de Lanoret pour la création d'une clinique médicale qui a vu le jour. Donc, on s'était entretenu avec Serge Lemieux, qui était le président du comité. On sait aussi que EBI a acquis l'entreprise Cosemar, qui est une entreprise au Chili. Et c'était aussi le début de la vaccination en pharmacie. Et il y a eu l'investiture du Bloc québécois pour Yves Perron. Vous avez annoncé la semaine passée vous représenter aux prochaines élections. Pouvez-vous me dire ce qui a motivé votre choix? Bien, écoutez, je vais solliciter un autre mandat parce que les raisons bien grandes, ma première raison, là, c'est le centre multifonctionnel avec les bureaux administratifs. Ça, c'est un projet que j'aimerais amener à terme. Puis si on l'emmène à terme, ça n'ira pas avant 2022. Fin 2022. Okay. C'est pour ça que je vais solliciter un autre mandat. Aussi, il y a d'autres choses que je voudrais réaliser, comme le chalet des loisirs, essayer de trouver des fonds nécessaires pour pouvoir, soit par subvention, ou non par commandite, pour remplacer le chalet des loisirs qui est désuet. Et après ça, c'est d'améliorer tous nos parcs le plus possible pour donner une qualité de vie aux gens de Saint-Ignace le mieux possible. Puis aussi, vous savez que dans toutes les municipalités, on a des chemins, on a des rues, il faut les entretenir. Il y en a qui sont sur la fin de vie, fait que j'aimerais ça continuer à pouvoir tout faire ces travaux-là. Parfait. Puis là, vous m'aviez dit que justement, vous n'aviez pas d'équipe, donc vous laissez place aux citoyens pour pouvoir se présenter. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, en fait, vous aviez dit que vous n'aviez pas d'équipe, donc c'est vraiment vous laisser la place aux citoyens pour se présenter. C'est ça. C'est comme en 2009, en 2017. Je me suis pas présenté par équipe. Je me suis présenté les maires indépendants, dans le fond. Puis, comme j'ai dit, je le dis souvent, je laisse le choix aux citoyens d'élire leur conseiller dans leur district, puis moi, je vais m'adapter, puis je vais travailler avec eux là. Saviez-vous, comme la dernière élection, il y a eu 4 changements dans le conseil. On s'est assis, puis à l'heure actuelle, ça va très bien. Vous savez, puis depuis 4 ans, avec eux autres, moi, j'ai pas pris de décision. C'est tous eux autres qui décident quand il arrive des choses. Tandis que les conseils d'avant, il a fallu à peut-être à 3 ou 4 reprises qu'il a fallu que c'est moi qui ai tranché. Okay. Et vous savez, la maire, là, il n'aime pas ça trancher. Il aime mieux quand le conseil soit majoritaire ou bien non qu'il soit unanime. C'est plus plaisant à travailler. Ou quand c'est unanime, des fois, c'est ceux qui étaient contre telle affaire, mais avec les arguments que les autres emmènent. Parce qu'à ce moment-là, ils vont se rallier plus facilement. Exact, je comprends. Puis là, juste pour faire un petit rappel, ça fait combien d'années que vous êtes en poste? Moi, comme maire, c'est depuis 2009. OK. Puis j'ai été conseiller de 1983 à 2005. OK, quand même, ça fait un... Je sais pas, j'aime servir le citoyen, j'aime les rencontres, on discute, ils vont me parler de n'importe quoi, puis je suis disponible. S'ils me demandent des rencontres, je suis disponible, on leur donne des dates, des journées. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Travailler pour les citoyens et essayer de donner une qualité de vie à tout ce beau monde-là, c'est gratifiant pour moi, comme ça. Puis surtout aussi, développer la municipalité, attirer des grandes familles. On a une belle école neuve, c'est essayer d'attirer des grandes familles pour qu'ils viennent s'établir à Saint-Ignace. Ça veut dire que plus que de grandes familles vont venir s'établir, c'est-à-dire à Saint-Ignace, notre école, les enfants vont aller à l'école pendant ce temps-là. Aussi, c'est de trouver des contracteurs qui vont venir la développer, notre municipalité. Je comprends. Puis, quelles sont vos plus belles réalisations durant les dernières années, selon vous? Peut-être durant la dernière année?
Quoi, c'est bien, c'est le parc, le parc à l'Albert Saint-Martin qu'on a rénové, on a amélioré, on a rajouté un jeu pour les enfants de chez nous, un jeu d'eau. On a refait la patinoire aussi. Après ça, on a aménagé le parc Saint-Giroux sur le bord du fleuve. C'est tous des choses, puis comme vous dites, d'améliorer nos rues aussi. Là, les projets qu'on a, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, comme les centres multifonctionnels. Après ça, le chalet des loisirs, on a travaillé dessus, on a fait des plans et devis, on sait que ça va coûter. Okay. Mais par contre, il fallait, si je suis capable d'aller chercher une subvention, c'est beau. Là, on n'a pas été retenu dans le programme qui est là présentement. Okay. Parce que le gouvernement, il remet de l'argent dans le programme, on va demander encore une fois. Avec le chalet des loisirs, ça nous prend. Puis si jamais on n'est pas capable d'avoir de subvention, mais on va essayer peut-être de mettre ça un petit peu plus petit, en ayant essayé d'aller chercher des commandites, puis avec un petit règlement d'enveloppe. C'est des possibilités qu'il y a. Je veux tout faire. Je veux tout faire. On a beaucoup de projets à faire, de conseils, mais on essaie de le faire tout en respectant comment vous dire ça, le moyen de payer pour les citoyens. Si je suis capable de pas, comme là, on l'a prouvé dans les choses qu'on a faites pour le centre multifonctionnel avec des bureaux administratifs, on a l'argent dans notre budget. Okay. Donc, je suis obligé d'augmenter les taxes pour ça. Si les taxes augmentent, ça ne sera pas à cause du centre multifonctionnel, parce que l'argent est là pour le payer. Okay. Pendant les 20 ans, on va tout être là, l'argent pendant 20 ans. C'est peut-être que, vous savez, on n'est pas à l'abri. Moi, il y a la Sûreté du Québec, je ne sais pas que c'est pour moi qui décide. Ouais. Comme ça, les droits collectes, c'est pour moi qui décide. Le service sécurité incendie, c'est pour moi qui décide. C'est tout des... On n'a pas de... Je ne peux pas décider pour tout ça. Non, c'est ça. Mais on essaie de tenir le taux de taxe le plus bas possible. Parfait. Parfait, merci. Donc là, j'ai pu comprendre que les projets futurs, c'est vraiment en lien, bon, il y a les rues à refaire, il y a le centre multifonctionnel et le chalet des loisirs. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment là-dessus pour le prochain? Le chalet des loisirs, ça pourrait être un petit peu plus loin parce que vous savez qu'en 2024, je crois, on va probablement avoir encore une nouvelle taxe dans la taxe d'essence Canada-Québec. Ah, OK. Et si on a ce rang-là, dans ce moment-là, je sais qu'on est capable d'aller chercher 20% du montant qu'on soit. OK. À ce moment-là, si j'ai été capable d'avoir des subventions pour le chalet, les loisirs, probablement qu'on va aller chercher ce 20%-là dans la nouvelle taxe pour refaire la fête. C'est sûr, ça va coûter en 2024-2025, mais que c'est mon idée. Sans subvention, là, ça vient dur de faire le chalet. Oui, c'est ça. À moins que les citoyens acceptent de faire un règlement d'emprunt, puis qu'avec un règlement d'emprunt, c'est sûr certain que là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, parce que le rang de budget ne rendait pas pour bien des règlements d'emprunt. Donc, si on est obligé de faire un règlement d'emprunt, si c'est ça que le citoyen veut, c'est sûr certain qu'il va y avoir une augmentation de taxes à ce moment-là. Mais je ne prévois pas ça. Donc, je vais vous faire en premier lieu un petit bilan de la vaccination là, actuellement dans la Naudière et les étapes subséquentes là, par la suite. Donc, actuellement, on a 3 sites de vaccination qui ont été ouverts le 1er mars. Donc, un site à Joliette, qui est un site permanent, un site à Charlemagne et un site à Mascouche, qui sont des sites temporaires là, jusqu'à l'inauguration des 2 sites là, que nous allons annoncer aujourd'hui, là, qui sont des sites majeurs. Donc, ces sites-là sont en fonction depuis le 1er mars. Nous avons vacciné à date dans la Naudière, depuis le tout début de la campagne, 26 591 personnes. Donc, dans la grande région de la Naudière, ce nombre-là est composé d'employés du réseau de la santé qui étaient visés par la vaccination prioritaire, les résidents de CHSLD, de résidences pour personnes âgées, de ressources intermédiaires, des gens de la population. Depuis le 1er mars, on a commencé à vacciner la population avec les gens de 80 ans et plus, 85 et 80 ans et plus les prochains ans. Donc, à ce jour, près de 27 000 personnes vaccinées, ce qui est excellent.
Et on a un excellent taux de réponse de la population. On a une excellente réponse des employés du CIS et on a eu une excellente réponse aussi des différentes clientèles plus vulnérables qu'on a vaccinées au départ de la campagne, notamment les gens en CHSLD et RPA. Donc, c'est excellent. Pour supporter la campagne de vaccination dans les sites fixes, nous avons aussi débuté la vaccination dans des sites ambulants, principalement pour la région du nord de la Naudière, à cause de la grandeur du territoire. Donc, tout au long de la campagne de vaccination, nous aurons des sites qui seront situés en alternance à Saint-Lin, Saint-Calix, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Donat, Berthierville et Radon. Donc, pour éviter, surtout dans la période actuelle où on vaccine les gens les plus vulnérables, de devoir se déplacer jusqu'à Joliette. Donc, on a un horaire qui est ajusté en fonction des livraisons de vaccins, dont je vais vous parler dans quelques minutes, donc pour rejoindre les gens qui sont plus éloignés des grands centres, pour favoriser la vaccination rapide. Au niveau de la modalité des prises de rendez-vous pour les vaccins, ce sont les modalités qui sont annoncées par le gouvernement du Québec. Donc, c'est le site québec.ca et les gens sont redirigés vers une plateforme de prise de rendez-vous électronique qui va très bien. Et actuellement, je vous dirais que plus de 80% de nos rendez-vous sont pris via la plateforme électronique. Et pour les gens qui auraient des difficultés à utiliser la plateforme ou à avoir accès à Internet, il y a un numéro de téléphone qui est disponible et les gens auront le support en direct. C'est le 1-877-644-4545, qui est un numéro à la grandeur du Québec et les gens sont dirigés vers notre centrale de rendez-vous régionale. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Les gens peuvent appeler un numéro unique et auront le support nécessaire à leur inscription. Au niveau des éléments techniques de la campagne de vaccination, les vaccins qu'on administre actuellement comportent une vaccination à 2 doses. Donc, la deuxième dose, dis-je, est donnée 112 jours après la première dose et le deuxième rendez-vous est donné dès le jour de la vaccination. Donc, les gens n'ont pas à se réinscrire, soit par Internet ou par téléphone. Les gens, dès qu'ils font une première inscription et qu'ils reçoivent le vaccin dans un de nos centres, que ce soit un site fixe ou un site alternatif mobile, les gens reçoivent déjà le rendez-vous pour la deuxième dose de vaccination et il y aura un rappel à quelques jours du rendez-vous pour s'assurer que les gens soient présents le jour du deuxième rendez-vous pour la deuxième dose. Les clientèles qui sont actuellement en cours au niveau de la vaccination, c'est les travailleurs de la santé du groupe prioritaire, donc les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, les soutiens à domicile, etc. Les usagers de 80 ans et plus et dès aujourd'hui, nous ouvrons les rendez-vous pour les usagers de 70 ans et plus. Donc, les gens peuvent dès maintenant s'inscrire soit par québec.ca ou par le numéro de téléphone que j'ai donné un peu plus tôt, à partir de 70 ans et les proches aidants de plus de 70 ans sont toujours acceptés pour la vaccination comme depuis le début de la campagne. Au niveau des livraisons de vaccins, les groupes prioritaires changent rapidement. Vous avez vu, on était à 80 ans et plus jusqu'à hier. On a ouvert dès hier soir pour les gens de 70 ans et plus. Vous pouvez suivre notre page Facebook et l'équipe des communications du CIS est arrimée avec plusieurs médias régionaux, médias électroniques et médias écrits, les médias municipaux, pour s'assurer que les gens aient l'information au fur et à mesure que les nouveaux groupes prioritaires vont ouvrir. C'est une campagne actuellement, vous voyez, dépendant de la livraison des doses, où les groupes prioritaires peuvent se modifier rapidement. Donc, on va s'assurer que tout le monde ait l'information à temps. Et dès qu'on diffuse un groupe prioritaire, l'inscription est disponible sur Clic Santé et par téléphone. Bonjour Laurence, merci d'être dans nos studios aujourd'hui. On s'est déjà parlé quand tu as lancé La Fille des Îles, ça fait quand même un petit bout de temps. Oui! Bienvenue chez nous. Et là, demain soir, tu fais un lancement d'un deuxième album. Tu vas faire ça dans la plateforme live dans ton salon, c'est bien ça? Oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là? Tout le monde, je pense, au mois de mars, tu étais bien lancé, tu avais commencé à faire une tournée. Là, je fais que tu allais dans différents endroits. Là. Même Julie, ta mère, m'avait dit j'aurais aimé ça de l'accompagner, mais c'est pas toujours évident. Ouais. En fait, j'avais le vent dans les voiles. Là. Je pense que j'étais bien partie. J'avais beaucoup d'attentes pour le deuxième album. J'en ai encore beaucoup, mais on s'entend que là, depuis un an, mon petit monde de licorne, il descend de plus en plus. Mais honnêtement, juste la soirée de demain, je pense que les gens,
s'ils réussissent à y avoir accès, là, parce que je pense que c'est ça un peu qui est difficile, la communication, puis de comprendre aussi comment l'écouter. Pourtant, c'est très simple, mais... On va mettre en bas tout de suite, Exactement. on va l'indiquer là, comme Mais il faut. c'est quand même nouveau pour tout le monde. Mais le spectacle est vraiment... C'est comme un spectacle documentaire. Donc, il y a une capsule où on explique le processus de création, où on explique d'où viennent les paroles de mes chansons. Puis après ça, il y a une petite performance et c'est ça pendant 50 minutes. Donc, c'est super captivant. C'est jamais pareil. C'est vraiment... Tout est déjà monté ou tu vas vraiment le faire live? En fait, la spectacle était comme live, mais c'est déjà fait. Fait que là, moi, je suis comme vous autres, j'attends T'attends de voir le résultat Ouais, chez vous dans le exact. salon, voir qu'est-ce que ça va faire. Exactement. Tu me parles d'un nouvel album. La musique, les paroles, c'est encore les mêmes collaborateurs que tu as eus dans l'autre album, dans le premier? Oui, il y a eu Benny Jones, qui est un artiste aussi qui va sortir son premier album, qui est un artiste des Îles-de-la-Madeleine, qui a écrit beaucoup avec moi. Mais là, j'ai pris plus de chansons que j'ai écrites toute seule aussi. Okay. Vu qu'on était en pandémie, j'ai vraiment pris le temps de créer. Mais encore une fois, oui, pour les collaborateurs, il y a encore Richard Turcotte, Sophie Pelletier est encore là, Olivier Couture, qui a fait Occupation Double, qui est un chanteur aussi qui m'a aidée. Donc, voilà. Oui. C'est ça. Puis, ça parle de quoi cette fois-ci? Parles-tu encore des îles? Tu parles-tu de ton angle un petit peu de nous encore? Ben en fait, il y en avait une autre chanson que j'avais faite que j'aimais beaucoup, mais que selon tout le monde, ça ressemblait un peu trop à Fée des îles. Mais tu sais, vous êtes toujours dans mon cœur, là. Oui. Mais non, c'est des chansons vraiment de bord de feu, des chansons festives qu'on va pouvoir justement chanter au chalet, puis chanter dans nos parties, qu'on va pouvoir en faire. Puis c'est des textes qui vont rejoindre aussi pas mal tout le monde. Fait que je suis super contente, j'ai vraiment hâte. OK. À la maison, il y a sûrement eu une première écoute. Les commentaires, est-ce que tu les écoutes ou Ben, tu dis étrangement, Oui, vas-y. Ben, il y a ma famille très proche qui l'ont écouté, puis mes meilleurs amis là, qui l'ont écouté, mais pas mettons, les filles des îles ou la gang un peu plus éloignée, ils n'ont rien entendu. OK. Fait que c'est une belle surprise pour eux autres aussi. Puis c'est excitant, là, tu sais, ils sont proches de moi dans la vie. D'habitude, ils sont tout le temps au courant de tout. Puis là, je leur ai dit, regarde, on se voit pas, anyway, fait que je vous le montre pas. Puis vous allez avoir une surprise en même temps que tout le monde. Est-ce que justement la pandémie pour toi, ça a été difficile de plus avoir du jour au lendemain tout de coupe, que tu fais plus de spectacles, tu fais plus de tournées, de rencontrer des gens? Ben, au début, ça a été difficile parce que c'était comme une surprise. À un moment donné, c'était comme un peu le fun, tu sais, c'était l'été, puis là, mon chum était à la maison aussi. Oui, parce que là, ton chum, il joue au hockey, hein, ouais, c'est ça? Lui aussi, il n'avait plus de hockey, fait que là, il était à la maison, fait qu'on a profité de l'été, tu sais, puis là, un moment donné, tu dis, ah, ça va revenir, Puis là, c'est là que je commence à trouver ça difficile. Parce que là, mon chum est reparti, fait que là, je suis toute seule. Là, je me rends compte que je sors un album, mais que bon, c'est pas, il n'y a pas la même promotion, non, ça sera pas la même chose. Fait que là, je prends un petit 2 minutes. Mais j'essaie de rester positive, puis de ne pas lâcher, puis de rester forte. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Il faut vraiment que je travaille mes réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Puis je voyais aussi sur ton site Internet, il y a déjà comme un spectacle de booker en espérant que ça fonctionne, là, c'est ça? Ouais. Seras-tu commencé à booker des choses? J'ai vraiment espoir que pour l'automne prochain, j'aille une mini-tournée. Même si c'est parce que là, en ce moment, c'est difficile avec les salles de spectacle parce qu'eux, ils ont tous retardé leur spectacle. Donc, au retour, ça va être les gros noms. Tout le monde va se garrocher en bon français, ça. exactement. Mais en étant productrice un peu plus de mes trucs, ben, je vais peut-être pouvoir moi-même louer les salles, Okay. prendre le risque moi-même, mais j'aimerais vraiment ça à l'automne. À En fait, l'automne. c'est presque une promesse. Là, si la pandémie On va essayer de te suivre, mais c'est ça, Ouais. là, des festivals comme à Berthier, puis tout ça, on va espérer que S'il ça y en va a, revenir. ouais. Donc, on rappelle que c'est demain soir à 8 h sur la Ouais. plateforme live dans ton salon. Ouais. On peut pitonner ce chose-là et tu peux racheter le billet pour l'avoir essayé. C'est très bien. Là, j'avoue que j'ai vu des spectacles. Dans le fond, vous achetez le billet, puis eux s'occupent d'envoyer un lien par email, puis vous avez juste à cliquer sur le lien. Fait que c'est quand même simple, plus simple que ce que vous pensez. C'est ça, puis tu peux l'avoir justement live dans ton salon. C'est juste 20$. C'est juste 20$, profitez-en, encouragez-la. Puis ton album, ben, il va être disponible maintenant par la suite sur Spotify, j'imagine, Apple Ouais, Music et dans tous les tout ça. magasins et la marchandise aussi, tous les cotons wattés, ils vont être aussi disponibles aux gens coutus à Berthierville. OK, parfait. Donc, ouais. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Fais attention à toi. Ben, puis, merci, je vais aller on continuer à travailler. Ben, c'est ça, que je te remercie. Bye Merci bye. à toi, bye-bye. Après tous ces mois de travail, on est enfin arrivé au grand jour. J'ai eu la chance de documenter tout le processus et aujourd'hui, je vous l'offre. Maintenant, ça vous appartient. Bien, c'est vraiment d'abord une étude de faisabilité. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème criant et très important de manque de médecins dans la région. Et pourtant, on a des cliniques ici et là,
Mais disons que pour toutes sortes de raisons circonstancielles, Lanoraie et Berthier, mais Lanoraie donc, puisque je suis un citoyen, on est très mal desservi en termes de clinique médicale et d'accès à un médecin de famille. Donc, à partir d'un groupe de discussion sur Facebook que j'ai créé il y a quelques mois, est née cette idée-là de pouvoir lancer, comme ça s'est fait dans 40 autres municipalités au Québec, donc de lancer une coopérative de santé. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative de santé? Bien, dans le fond, c'est des citoyens, c'est le milieu local, c'est les citoyens qui se prennent en main ensemble pour créer une organisation, un organisme à but non lucratif qui est la coopérative, dont la mission, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, c'est vraiment éventuellement aboutir à la création d'une clinique médicale à Lanoraie. Espérons multidisciplinaire pour vraiment rendre de bons services aux gens. Alors, l'objectif est clair, c'est des citoyens pour et par les citoyens pour se doter d'une clinique chez nous. Puis, tu sais, je sais qu'ici, mettons, à Berthierville, le problème, c'est que les médecins ne veulent pas venir, justement. Tu sais, c'est le gros enjeu. Dans ce contexte-là, la coopérative, comment ça pourrait fonctionner? Y a-t-il des médecins qui... C'est une obligation après ça d'avoir quelqu'un qui va être là ou comment ça... Bien, comment ça fonctionne dans le fond? On est dans un pays libre au Québec. Alors, c'est pas parce qu'on est médecin que le gouvernement va nous obliger à aller à quelque part qu'on ne veut pas aller. Et dans les 40 coopératives qui existent déjà, c'est que les gens se sont pris en main pour bâtir un projet inclusif pour les citoyens, évidemment, mais inclusif aussi pour des gens qui sont en médecine. Donc, vous me parliez de Berthierville, puis Berthierville, c'est désastreux. On est passé de 7 à 3, et si je comprends bien, dans quelques temps, dans quelques semaines, il va rester un médecin seulement à la clinique de Berthier. C'est catastrophique. Il ne faut pas laisser cette situation-là comme ça. Alors, comment on fait pour régler ça? Je vous donne juste quelques chiffres comme ça. Dans tout le Québec, il y a des points comparables facilement. Exemple, à Saint-Boniface, près de Shawinigan, il y a une coopérative de santé qui s'est mise en place et qui ont créé une clinique. La population de Saint-Boniface, c'est 5100 personnes. Et ils ont 3 médecins. Pas loin de chez nous, à Saint-Thomas, il y a une clinique qui, ça je ne sais pas, je pense que c'est pas une coopérative, mais il y a des gens quand même qui sont pris en main avec les autorités municipales. Ils ont créé la clinique et aujourd'hui, à Saint-Thomas, pour 3000 personnes de population, il y a 3 médecins. Si on va à Contrecœur, vous avez une clinique là pour Contrecœur a une population de 6000 personnes à peu près. Et il y a 9 médecins. À Pointe-du-Lac, qui n'est pas encore bien loin, Pointe-du-Lac, la population est de 7000 personnes. Et ils ont 10 médecins. Alors moi, je pars de là puis je me pose la question. À Lanoraie, on a plus de 5000 personnes qui habitent chez nous, puis on n'a pas de clinique, puis on n'a pas de médecin. Puis le plus près qu'on peut espérer, c'est Berthier, où il reste un médecin. Alors, si vous prenez la population régionale, la desserte en termes de soins de proximité, elle est catastrophique. Moi, je me pose la question bien simple. Pourquoi c'est possible d'avoir une clinique et d'attirer des médecins à Saint-Thomas, à Saint-Boniface, à Pointe-du-Lac, à Contrecœur, puis pourquoi on ne serait pas capable de faire ça à Lanoraie? On a un coin de pays magnifique, la qualité de vie est exceptionnelle. Les autorités municipales sont tout à fait d'accord pour appuyer le projet et s'y impliquer. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est pas ça. Si les gens pensent qu'avoir un médecin, il faut qu'on attende après le gouvernement, on se mette quasiment à genoux pour payer le bon gouvernement de nous envoyer un médecin. Rappelons-nous toujours à la base qu'à Lanoraie, là, on paye les mêmes impôts que n'importe où au Québec. Alors, si on paye les mêmes impôts, le gouvernement n'est pas contre le fait de nous envoyer des médecins. Par contre, il faut que la communauté se prenne en main pour être attirant. Alors, le projet de coopérative, on va le bâtir avec les gens. Moi, j'ai la chance d'être appuyé sur le comité provisoire par 7 autres personnes qui veulent faire la différence puis qui veulent faire en sorte qu'on arrive à avoir notre clinique. Puis on va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir un projet qui est attirant.
Il y a toujours, à chaque année, des jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat à l'hôpital de Joliette et qui choisissent, malheureusement pour vous et moi et pour les citoyens de la Norette, qui choisissent ailleurs pour s'établir, pour pouvoir faire leur profession. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Ils ont fait ce choix-là parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a présenté un projet professionnel qui correspondait davantage à leurs aspirations. Alors, ce qu'on a à faire, c'est simple. C'est ensemble, la population avec les autorités municipales, et on va aller chercher d'autres appuis, c'est déjà commencé, et c'est sûr qu'on va avoir d'autres appuis. Bien, on va monter un beau projet qui va être attirant. On va se mettre en démarchage rapidement avec les jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat, pour les attirer chez nous. Et le projet qu'on a, c'est qu'on va même les mettre à contribution dans la définition du projet, pour que vraiment ça les appelle, puis que finalement ils décident de venir exercer leur médecine à la Norette. Parfait. Je sais qu'ici, justement, le problème surtout, c'était que notre clinique n'est peut-être pas au goût du jour, si je peux dire ça comme ça. Fait que, je sais que c'était un enjeu dans l'optique où les médecins, c'est sûr, si on choisit entre une clinique qui date de 2019 ou une clinique qui date, je ne sais pas la note de combien, mais une vieille clinique, ils vont choisir la récente. Donc, c'est sûr que ça peut jouer en votre faveur si vous voulez. Bien, absolument. Moi, on n'a rien inventé, là. Alors, il faut rassurer les gens. Les gens pensent des fois, parce qu'on ne connaît pas un domaine, on se dit ça doit être quelque chose d'attirer des médecins et d'avoir une clinique. C'est pas sorcier, là. À la fin de la journée, si vous avez les bons acteurs qui veulent faire la différence, vous allez trouver exactement tous les ingrédients pour que le gâteau lève et qu'on ait la clinique avec les médecins. Mais oui, vous avez raison. À la fin de la journée, là, un humain, là, un médecin, pardon, c'est un humain. Exact. Hein? On est dans un pays libre, là. Donc les gens, au sortir de leurs études, ont à se poser la question, je veux m'établir où? Pas juste professionnellement. Si vous êtes médecin, vous choisissez non seulement une clinique, bien, vous choisissez aussi le patelin que vous allez vivre. Exact. Donc, il faut que ce soit attirant, tout ça. Alors moi, évidemment, comme citoyen de la Norette, mon objectif, c'est de créer une clinique à la Norette. Mais si ça fonctionne, j'invite la population de Berthierville à se prendre en main et à créer eux-mêmes. Donc, EBI a fait l'acquisition d'une compagnie au Chili. Pouvez-vous me dire ce que ça représente, cette acquisition-là pour l'entreprise? Oui, bien sûr. Dans le fond, je veux juste rappeler aux gens, EBI est déjà au Costa Rica depuis 1997. On a 4 sites d'enfouissement dans ce pays. Et donc, on voulait poursuivre depuis quelques années notre implication en Amérique du Sud. Donc, le Chili, c'était une belle façon pour nous de poursuivre nos activités. C'est un beau tremplin aussi pour développer nos activités dans ce secteur, donc au Chili, mais également ailleurs en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment une belle avancée. Puis, Costemar, la compagnie qu'on a acquise, c'est la 3e en importance dans le domaine de la gestion des déchets au Chili. Et il faut savoir aussi que c'est un pays qui est très bien structuré, qui a beaucoup d'affinités avec le Québec et le Canada. Il y a d'ailleurs plusieurs entreprises du secteur de l'énergie et des mines québécoises et canadiennes qui sont déjà au Chili. Donc, c'est vraiment un très beau tremplin pour nous et pour poursuivre nos activités. Parfait. Puis je suppose que pourquoi vous avez choisi cette compagnie-là, c'est parce que c'est vous me dites la 3e compagnie qui est importante là-bas. Puis... Exactement, ils sont bien établis. Puis nous, avec eux, ça nous permet aussi d'exporter notre savoir-faire en matière de récupération et de valorisation des déchets dans ce pays-là. Donc, ça va nous permettre vraiment de développer, d'apporter notre expertise aussi là-bas. Il faut savoir que EBI, ça fait des années qu'on développe du gaz naturel renouvelable à partir de la valorisation du biogaz de nos sites d'enfouissement. Donc, on va pouvoir aussi développer ça, travailler ça là-bas. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour nous. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Parfait. Puis concrètement, exemple, pour monsieur et madame tout le monde, ça signifie quoi cette acquisition-là? C'est une belle avancée pour EBI. Ça nous permet aussi de consolider notre mission. Parce que la mission d'EBI, c'est de participer activement à la protection de l'environnement, de par la récupération, le traitement, la valorisation des matières résiduelles, et aussi par le fait même, ça contribue à la protection de la santé publique. Donc, pour nous, ça vient juste
consolider le tout. Puis c'est une suite logique aussi dans nos activités. Pouvez-vous me parler de l'entreprise Cosmar? Oui, bien sûr. Alors, Cosmar est situé à Vina del Mar, sur la côte pacifique du Chili. C'est une entreprise de 1900 employés. Donc, avec cette entreprise-là, oui, c'est quand même un gros chiffre. Et avec cette entreprise-là, EVI passe maintenant à 3000 employés au total. Donc, oui, on prend beaucoup d'ampleur, c'est beaucoup, comme vous dites. Et la compagnie, elle n'est pas uniquement spécialisée dans la collecte de transport et des déchets. Elle offre sensiblement les mêmes services que VI au Québec, donc c'est-à-dire que la compagnie gère plusieurs sites d'enfouissement, 4 pour être exact, et elle effectue aussi l'entretien des réseaux sanitaires, la location de toilettes mobiles, la location de conteneurs, et les clients sont aussi variés que ceux de VI, c'est-à-dire les entreprises, les milieux municipaux, les commerces, les particuliers. Donc, oui, il y a vraiment un vaste service, c'est très développé. Oui. Parfait. Puis sinon, est-ce que vous pensez, tu sais, là, je sais qu'au Costa Rica, vous avez dit que vous étiez quand même très présent. Est-ce qu'au Chili, ça va être éventuellement la même chose ou est-ce que vous allez acquérir d'autres entreprises? Je n'ai pas de réponse officielle pour ça. À ma connaissance, on n'a pas encore d'autres entreprises qui sont dans notre ligne de mire pour le moment. On vient tout juste d'acquérir Cosmar, donc il faut mettre ça en place. Mais c'est sûr que l'Amérique du Sud contient plusieurs petites compagnies qui pourraient être intéressantes à acquérir dans le futur. Est-ce qu'on peut poursuivre notre développement là-bas? Oui. Donc, c'est sûr que ça va venir dans le futur qui va en avoir d'autres. OK, parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Bien, merci à vous. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine du 29 mars, les pharmaciens de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie vont aussi débuter la prise de rendez-vous, ça effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril, parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1500 d'entre elles, 1500 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les pharmaciens et toutes les équipes qui travaillent beaucoup en ce moment à rendre l'expérience la plus agréable possible là, dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Vous avez été reconduit comme candidat du Bloc québécois dernièrement. Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait de votre bilan jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'on est satisfait, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on se représente encore. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les préparatifs en vue d'une élection. Nous, on ne veut pas d'élection au printemps, en tout cas, parce qu'on pense que c'est pas le temps, parce qu'on est encore dans la COVID, mais c'est pas nous qui contrôlons l'agenda, c'est le gouvernement. Et on a bien l'impression que le gouvernement risque de déclencher l'élection lorsqu'il va présenter le budget. Donc, on est prêt. Et puis, s'il y en a une tout de suite, on sera là. Puis si elle est à l'automne, ce qui serait peut-être plus souhaitable, on sera là aussi. Mais dans tous les cas, on procède aux préparatifs. Donc, on nomme nos candidats dans les différentes circonscriptions. Et c'est ce qu'on a fait dans mon cas le 14 mars dernier. Parfait. Puis en quoi, justement, la prochaine élection pour le Bloc va porter? Sur quoi, en fait, ça va porter? C'est bien comme question. Mais en fait, c'est très différent de la dernière fois. Hein. Si vous vous souvenez, 2019, on était considéré comme renaissant de nos cendres. On avait eu la crise de leadership et ainsi de suite. Et c'était pas clair qu'est-ce qui allait être notre performance. Or, on a su se ressaisir dignement, nommer un chef flamboyant qui a déclassé tous les autres dans la campagne. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va se produire encore parce qu'il n'y a pas personne encore pour compétitionner au niveau de Yves-François Blanchet. En tout cas, une opinion partisane peut-être, mais c'est ma vraie opinion. Il est vraiment excellent. Et c'est ça. Fait que le contexte va être différent. Hein. C'est sûr qu'on s'attend à être un peu plus attaqué que dans la campagne antérieure par les adversaires.
Mais notre bilan n'est pas gênant, au contraire. On a été très constructif. Et dès le départ, même avant la pandémie, on avait réussi, entre autres, à protéger l'aluminium dans le cadre de la CEUM. On avait réussi à bloquer le financement de la contestation de la loi sur la laïcité québécoise par le fédéral. Et quand on est tombé dans la pandémie, bien, juste avant, il y a eu la crise de la grève du CN, où on a quand même été important dans notre rôle de médiation pour on a essayé d'améliorer la situation. Puis ça a été bien difficile, ça, pour nos producteurs agricoles qui devaient sécher les grains. Ensuite, il y a eu les Wet'suwet'en, la crise autochtone, dont peu de gens parlent maintenant, mais ça a été quand même très intense comme période. Et pendant cette période-là, justement, pardon, c'est là que Yves-François Blanchet a démontré toute sa force en proposant une gestion de la crise qui soit intelligente et rapide, de retirer les agents de la GRC de la réserve, et ainsi de suite. Et ça a pris plusieurs semaines avant que le gouvernement libéral ne suivent nos recommandations. C'est bizarre, hein? Ça s'est résorbé au moment où nos recommandations ont été mises en place. Puis là, évidemment, est venue la crise de la COVID et pendant la COVID, nous avons collaboré de façon assez serrée avec le gouvernement parce qu'il fallait le faire, parce que c'était une situation de crise nationale où les gens de l'opposition devaient travailler de façon constructive. Puis nous, de toute façon, on était arrivés à Ottawa avec cette optique-là. Donc, que ce soit de rendre la PCU incitative au travail, que ce soit de voter une aide aux frais fixes pour les entreprises, l'aide au loyer, entre autres, ce sont toutes nos propositions. Et on en fait encore des propositions. Puis là, actuellement, on fait des propositions très importantes d'augmenter les frais les transferts pour les frais de santé du fédéral. On le demandait avant la pandémie et c'est encore plus urgent maintenant. On est là aussi au front, au fédéral, pour prévenir les empiètements du gouvernement fédéral. Quand on parle de santé, on parle de normes nationales dans les CHSLD. Ce n'est pas d'autres normes dont on a besoin. C'est les moyens d'appliquer les normes qu'on a déjà dont on a besoin. Puis ça, bien, ça s'appelle du financement, ça s'appelle du personnel qualifié sur place. Le gouvernement du Québec a pris des actions, je pense, assez concrètes, entre autres avec la formation de côté financier. Donc, on travaille là-dessus de façon très forte. Nos aînés aussi. On martelait le message avant la pandémie, une augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois. On pense que c'est raisonnable, c'est plus que raisonnable. Et on le demande encore et on le demande encore plus qu'avant, parce que les personnes aînées sont les gens qui ont été les plus touchés par la pandémie et ce sont eux qui ont été le moins soutenus. On a réussi à obtenir un versement de 300 $, 200 $ de plus pour ceux qui sont sur la sécurité du revenu, mais ce n'est pas suffisant, c'est un paiement unique. Ce qu'il faut, c'est un 110 $ par mois pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là et soutenir la relance économique parce que ça va prendre de l'argent dans notre économie. Et si on augmente de 110 $ pour les aînés, bien, eux, ils ne mettront pas ça dans un fonds de retraite. Là. Ils en ont besoin maintenant. Ils vont le mettre dans les commerces. On est sorti la semaine dernière pour inciter le gouvernement fédéral à mettre des mesures pour soutenir les petites PME, pour garder le visage de nos petits villages vivants, justement. Alors, tout est relié. Je parle longtemps, n'hésitez pas à m'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, ben, c'est correct, là. Oui, moi, j'aime ça, faire ça dans les entrevues, de toute façon, laisser la parole à ma source, là, si je peux le dire comme ça. Parfait. Donc, on peut dire que le Bloc québécois est d'attaque, justement, pour les prochaines élections. Ah, bien sûr, on est d'attaque, on est prêt. C'est de la politique, hein, Mme Lemont. Fait qu'on peut pas rien prendre pour acquis. Puis il faut rester. C'est important de ne pas se croire là-dedans. Puis moi, je dis toujours à la blague aux gens que je rencontre. Ça fait pas tellement longtemps qu'on est là. Hein, ça fait 1 an et demi, moi, que je suis un député. Là, je suis un prof de secondaire à l'origine. Et je dis tout le temps aux gens, moi, je veux rester un gars ordinaire. Puis je ne suis pas un vrai politicien. Je ne veux pas en devenir un. Je suis là pour servir. Je pense que ce qu'on a fait, c'est très pertinent. C'est ça qu'il faut présenter à la population. Seulement, quand je dis qu'il faut rester humble dans tout ça, c'est qu'il faut reconnaître que le pouvoir final, la décision, c'est pas moi qui va prendre. Ce sont les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. J'espère que ce qu'on a pu faire, malgré le contexte de pandémie, a été assez représentatif de ce qu'on pourra faire après pandémie. Et on met ça dans les mains des électeurs, mais on est toujours prêt pour l'élection, pas de problème. On n'a pas honte de notre bilan, bien au contraire, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, on utilise ce slogan-là présentement, là. Fiable et fier. Fiable
On vous avait dit qu'on s'en allait à Ottawa de défendre, porter la voix du Québec, défendre nos intérêts. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Et fiers parce qu'on a livré ce qu'on avait promis, on va continuer de le faire. Donc, il y a un constat, en fait, qui est alarmant présentement pour Action Logement Lanaudière, qui est une demande de reprise de logement. Pouvez-vous m'expliquer un peu en quoi ça consiste et en quoi c'est alarmant présentement? Il faut savoir que normalement, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux, mais il y a une exception dans la loi où un propriétaire peut reprendre un logement pour l'habiter ou mettre quelqu'un de sa famille. Okay. Actuellement, le marché immobilier est très intense et on constate qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont tentés de vendre leur maison à des prix plus alléchants parce que de la surenchère au niveau du prix actuellement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces maisons-là qui sont occupées par des locataires. Okay. Donc actuellement, il y a beaucoup de locataires qui reçoivent des avis de reprise, comme quoi l'acheteur, le nouveau propriétaire, veut emménager dans la maison. Mais il y a certains délais à respecter, puis on constate là, actuellement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne respectent pas ces délais-là. Donc c'est important pour nous d'aviser les locataires parce qu'on est en contexte aussi de pénurie de logement. Le taux d'inoccupation est pas très élevé. Donc il faut être conscient qu'il y a beaucoup de locataires qui n'arriveront peut-être pas à se trouver un logement non plus pour le 1er juillet. Donc c'est pour ça que c'est important d'aviser la population des droits des locataires. Et aussi de savoir qu'actuellement, on a plus d'une vingtaine de personnes qui nous ont appelés depuis le 20 janvier. Puis à tous les jours, on a des gens, des locataires qui nous appellent concernant des reprises de logement. Alors qu'en temps normal, on en entend plus parler là, au mois de décembre. Pardon. OK, quand même. C'est comme plus tard cette année. Il y a beaucoup de ventes de maisons actuellement. C'est sûr que normalement, quand on a un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum le 31 décembre qu'un propriétaire peut aviser qu'il veut reprendre une maison pour l'habiter. Donc, il faut être conscient que les propriétaires qui achètent des maisons actuellement ne pourront pas mettre le locataire dehors cette année, mais il y a certains locataires qui ne connaissent pas les délais, donc qui pensent qu'ils n'ont pas le choix d'accepter. Donc, on les invite à communiquer avec Action Logement Lanaudière pour mieux connaître leurs droits, surtout dans le contexte de pénurie de logement où on sait que ça va être difficile cette année de se trouver un nouveau logis. Parfait. Donc, en fait, la procédure à suivre, c'est si on est dans une situation comme ça, c'est de vous appeler pour vraiment connaître les droits, puis rendu là, vous allez pouvoir les aider puis les enligner. Exactement. Donc, Action Logement Lanaudière est un organisme communautaire. On est un comité logement qui soutient les locataires dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Donc, on couvre toute la région de Lanaudière, donc les 6 MRC, Joliette, Matterhorn, Montcalm, Limoilou, l'Assomption et Vautry. Parfait. Puis, c'est combien de temps? Parce que là, pour la reprise des baux que Julien avait écrit, c'est combien de temps que le locataire, en fait, peut partir, là, que le propriétaire a le droit de mettre la personne dehors? C'est combien de mois? Oui, en fait, ça dépend de la durée du bail. Okay. Si c'est un bail de plus de 6 mois, le propriétaire doit donner un préavis de 6 mois avant la fin du bail. Mais attention, avant la fin du bail, donc c'est pas n'importe quand dans l'année. Donc c'est pour ça que pour un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum au mois de décembre. Par contre, pour un bail de 6 mois ou moins, là, à ce moment-là, c'est 1 mois avant la fin du bail. Okay. Mais dans tous les